Je m'appelle Amber Miller, et j'ai 26 ans. Ce matin-là, dans la salle d'audience, ma mère s'est penchée par-dessus la rambarde, m'a regardé droit dans les yeux, et a sifflé avec un sourire, « Les enfants abandonnés ne deviennent pas riches, ma chérie. Tu étais une erreur à l'époque. Et tu es toujours une erreur aujourd'hui. L'argent de ce vieux fermier appartient à la vraie famille. » Mon père souriait narquoisement à ses côtés, hochant la tête comme si c'était déjà gagné. Il y a 21 ans, ils ont épinglé un mot sur le manteau de l'enfant de 5 ans que j'étais, à l'aéroport de Minneapolis-Saint-Paul, MSP. Plus notre problème maintenant. Puis, ils se sont éloignés sans se retourner. Ils ne m'ont jamais cherché, pas une seule fois. Mais l'homme qui m'a véritablement élevé, venait de me léguer 5,5 millions d'euros. Ils m'ont traîné au tribunal en pensant que les liens du sang l'emporteraient. Ils pensaient que je n'avais personne. Puis, l'huissier s'est levé et a annoncé, « Veuillez vous lever. » Ce qui a franchi cette porte ensuite, a détruit chaque mensonge qu'il s'était jamais raconté. Si vous avez déjà été rejeté par les personnes qui étaient censées vous aimer, cette histoire est sur le point de vous donner la justice que vous attendez. Laissez un commentaire avec le mot « justice » si vous êtes dans l'équipe d'Amber, et abonnez-vous. Le meilleur est à venir. Pour comprendre comment l'huissier s'est levé ce matin-là, et comment la salle s'est retournée contre eux en 90 minutes, je dois vous ramener à un mardi de juillet 2005. Sur un banc près du carrousel à bagages numéro 6, où une petite fille de 5 ans est restée assise seule pendant 4 heures, attendant une mère qui était déjà sur l'autoroute du retour. Le trajet depuis Marshalltown avait duré un peu plus de 5 heures. Je me souviens de l'odeur du vinyle surchauffé sur la banquette arrière. Je me souviens du granité bleu de Trevor, fondant sur son short à l'air de repos de LIR 35, pendant que mon père lui en achetait un deuxième. Je me souviens avoir demandé à ma mère si je pouvais en avoir un, moi aussi. Elle ne s'est pas retournée. Arrête de demander, Amber. Ce n'est pas pour toi. On t'a préparé quelque chose. J'avais une brique de jus de fruits, une barre de céréales à moitié mangée, et un lapin en peluche nommé Monsieur Carotte, dans un petit sac à dos entre mes pieds. Je restais très sage. Ma mère a lu un livre de poche pendant tout le trajet. Mon père conduisait d'une main sur le volant, et l'autre sur le cadran de la radio, à la recherche d'une station qui ne captait pas. Quelque part à l'extérieur d'Albert Léa, ma mère lui a jeté un coup d'œil de côté. « Tu es sûr que c'est celui avec le plus de passages ?» Je ne savais pas ce qu'était le passage. Je croyais qu'elle parlait du nombre de personnes qui se promèneraient quand nous y serions. Je croyais peut-être que nous allions à une fête foraine. Nous n'allions pas à une fête foraine. À l'aéroport MSP, ils m'ont fait passer les portes de la zone de récupération des bagages, au niveau inférieur. Nous ne nous sommes arrêtés à aucun comptoir d'enregistrement. Nous ne sommes pas passés par la sécurité. Nous avons dépassé les kiosques de location de voitures et le Cinnabon, pour aller jusqu'à un banc en bois, près du carrousel numéro 6. Ma mère m'a fait asseoir. Elle a lissé mon coupe-vent rose, qui était trop fin pour la climatisation de l'aéroport. Elle a épinglé quelque chose à l'intérieur de la doublure, là où je ne pouvais pas le voir. Elle a embrassé mon front. Sois une bonne fille. Ne bouge pas maman, papa et Trevor doivent aller chercher quelque chose. On revient tout de suite. Je t'aime. Trevor avait 9 ans. Il s'est arrêté près des portes automatiques, et s'est retourné vers moi pendant de longues secondes. Nos regards se sont croisés. Puis il s'est retourné, et a suivi nos parents dehors, vers la rampe du parking. Il avait 9 ans. Il savait. J'ai 26 ans au moment où je vous dis ça. J'ai passé 21 ans à repenser à ces 2 secondes. Les néons fluorescents de MSP passent d'un blanc froid à un ambre plus chaleureux, vers 20 heures le soir. Je me souviens avoir regardé la couleur changer. Je me souviens avoir pensé que ça signifiait qu'il se faisait tard, et qu'il serait bientôt de retour. La brique de jus a été finie vers la 2e heure, la barre de céréales vers la 3e. Vers la 4e heure, j'ai commencé à croire qu'ils étaient blessés. Et puis, j'ai cessé de croire à quoi que ce soit. Un agent d'entretien a passé la serpillière 2 fois devant mon banc, sans lever les yeux. Une famille avec 2 valises a posé une question à la femme du kiosque de location, à propos des navettes à vis. Personne ne m'a vu. J'étais petite. Je restais immobile. Je faisais exactement ce que ma mère m'avait dit de faire. L'épingle à nourrice, dans la doublure de mon coupe-vent, appuyée contre ma clavicule pendant tout ce temps. Je n'ai pas enlevé le coupe-vent.
On m'avait dit de ne pas bouger. Vers 4h30 d'attente, un homme dans une veste Carhartt marron, portant une casquette de la coopérative agricole de Holdingford, s'est arrêté de marcher. Il se dirigeait vers la sortie. Il m'a regardé une fois. Il ne s'est pas approché. Il a sorti un téléphone à clapet Nokia, a composé un numéro, et s'est tenu à environ 6 mètres de distance pendant qu'il parlait. Quand il est revenu, il s'est assis sur le banc, à 1 mètre de moi. Il n'a pas essayé de me faire sourire. Il n'a pas fait semblant de ne pas être un inconnu. Il y a un officier de police qui arrive, a-t-il dit. Et quelqu'un des services sociaux. On va trouver une solution. Tu n'as pas besoin de me parler si tu ne veux pas. Je vais juste attendre ici avec toi. Il avait un manteau qui sentait l'huile de moteur et le tabac à pipe. Au bout d'un moment, il l'a drapé sur mes épaules. L'officier Karen Lingrand, l'assistante sociale de garde pour la zone de l'aéroport, a trouvé le mot en premier. Elle l'a lu, l'a replié, l'a glissé dans une pochette à preuve, et s'est éloignée de quelques pas pour parler à l'homme. Je n'ai pas pu entendre la majeure partie de ce qu'ils ont dit. J'ai capté une seule phrase. Ce mot est sans équivoque. Il voulait qu'elle soit trouvée. La mâchoire de l'homme s'est contractée. Que faut-il faire, a-t-il dit, pour qu'elle n'entre pas dans le système ce soir? Il s'appelait Walter Holbrook. Il ne m'a pas laissé dormir sur ce banc une minute de plus. Cela a pris 3 jours. Walter les a passés dans le bureau de Karen Lingrand, à signer des documents, à répondre à des questions, et à refuser les suggestions voulant que je sois placé dans une famille d'accueil ordinaire, le temps qu'un plan à plus long terme soit élaboré. Il me rendait visite chaque matin au centre d'hébergement d'urgence du comté. Le 3e jour, il est arrivé avec Eleanor Vance, son avocate spécialisée en droit des successions, venue de Saint-Cloud, et une pile de papier assez épaisse pour nécessiter un trombone de la taille de son pouce. Tutelle d'urgence accordée. À midi, Walter a signé pour moi de la main gauche, parce que sa main droite tremblait après qu'il a passé 40 heures sans dormir. Il m'a conduite vers le nord dans un Ford F-150 de 1998, avec un rétroviseur latéral fissuré, et une boussole de Boy Scout accrochée au pare-soleil. La radio fonctionnait, mais il ne l'a pas allumée. Il a plié sa veste Carhartt pour en faire un oreiller, contre la portière passager, pour que je puisse dormir. Tu n'as pas besoin de parler si tu n'en as pas envie, a-t-il dit. On a beaucoup de routes. La fenêtre se baisse si tu veux de l'air. Il n'y a pas de mauvaise réponse à tout ça. LI 94 filait vers le nord, dépassant Saint-Cloud, pour s'enfoncer dans une étendue de terres agricoles, qui se ressemblaient sur 60 km dans toutes les directions. Je me suis endormi aux alentours d'Albany. Quand je me suis réveillé, le pick-up était garé devant une ferme blanche, avec la lumière du Porsche allumée. Walter était assis sur les marches du Porsche, il n'entrait pas. Il attendait que je me réveille par moi-même. La chambre qu'il m'a montrée avait un lit déjà fait, avec des draps frais et une couverture matelassée à la main. Une petite lampe sur la table de chevet. Une photographie encadrée d'une jeune femme, tenant une gerbe de blé dans un champ, à l'heure dorée. Elle souriait à quelqu'un derrière l'appareil photo, de cette façon dont on ne sourit qu'à sa famille. C'était la chambre de ma fille, il y a longtemps, a dit Walter. Geneviève. Elle est partie maintenant. Le lit est fait depuis le printemps où elle est partie pour l'université. Si tu veux que ce soit ta chambre, tu peux. Si tu veux dormir ailleurs, c'est très bien aussi. Je n'avais pas les mots pour exprimer ce dans quoi il me laissait entrer. J'avais 5 ans. Sur la table de chevet, il y avait une Bible pour enfants avec une couverture en cuir craquelé. Je l'ai ouverte. À l'intérieur de la couverture, en lettres cursives, à Walter, pour son 8e anniversaire, de la part de maman, 1948. Je l'ai refermée soigneusement. Le lendemain matin, il m'a emmené à Saint-Cloud, et nous nous sommes assis face au bureau d'Eleanor Vance pendant 2 heures. Eleanor Vance avait 41 ans en 2005. Elle était l'avocate de Walter pour sa succession depuis 1994, et l'exécutrice testamentaire de sa défunte épouse, Constance, depuis 1998. Elle avait des diplômes de Hamline et de Cornell au mur, et un bloc-notes jaune couvert de notes, d'une écriture plus petite que la mienne. Walter, a-t-elle dit. Ça va être un long chemin 18 à 24 mois de paperasse. Notification, jugement par défaut s'ils ne répondent pas, procédure de déchéance des droits, enquête sociale, rapport de suivi de placement, le décret final. Et vous avez 65 ans.
Êtes-vous certain de vouloir vous lancer là-dedans? J'en suis certain, a répondu Walter. Elle a 5 ans. Son chemin est plus long que le mien. Karen Lingrand est passée au bureau d'Eleanor cet après-midi-là, avec un dossier d'admission et un seul commentaire officieux. Il y a une jeune juge qui s'occupe des admissions familiales en ce moment, a-t-elle dit. Theodora Callaway. Elle vient d'arriver au tribunal l'année dernière. Elle est sortie elle-même de famille d'accueil quand elle avait 8 ans. Elle comprendra cette affaire mieux que la plupart. Ce jour-là, Walter a écrit 2 choses dans le creux de sa main gauche. Il a écrit le nom Callaway. Et en dessous, il a écrit 2 mots que je n'ai pas compris pendant 14 ans. Cardinal Field. L'audience de notification parentale a eu lieu le 8 septembre 2005. Mes parents biologiques ont été assignés 3 fois séparément. Par courrier certifié à la maison de Maple Street. Par un huissier à Marshalltown. Et par lettre recommandée à l'employeur de Gérald, chez Lennox Industries. Ils ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont déposé absolument aucun document. Je me suis assise sur le premier banc d'une salle d'audience du comté de Stern, dans une robe bleu marine avec de petites marguerites sur le col. Walter était assis à côté de moi, dans un costume beige qui flottait aux épaules. Eleanor Vance était assise à la table des requérants. La juge Theodora Callaway, 40 ans cette année-là, a regardé le dossier, puis Eleanor, puis la table vide des défendeurs. Que le greffe note pour le procès-verbal, a-t-elle dit, que les parents biologiques ont été dûment assignés à 3 reprises distinctes. Le tribunal ne constate aucun effort de bonne foi pour maintenir les droits parentaux. Nous procéderons selon le statut du Minnesota 260 301. Le greffier a tamponné le dossier. Le coup de tampon a résonné comme une porte qui se ferme. Dans le couloir, par la suite, Walter a dit doucement à Eleanor, c'est la juge qui signera son décret d'adoption, n'est-ce pas? Si nous faisons les choses correctement, a répondu Eleanor. Oui. Elle va d'ailleurs créer une fondation dans quelques années pour les enfants placés en famille d'accueil. Son propre passé motive ce travail. Walter n'a rien dit. Il a écrit sur sa paume. Le décret final d'adoption a été signé le 14 mai 2007. J'avais 7 ans. Mon nouveau nom légal sur le décret était Amber Holbrook. Bien que j'ai utilisé Miller Holbrook dans les dossiers scolaires, suite à une impulsion d'enfant de 5 ans que je n'aurais pas su expliquer à l'époque. Walter a encadré le décret. Il l'a accroché au-dessus de l'évier de la cuisine. Il a préparé une tarte à la rhubarbe. Il a lu le décret à haute voix, les 4 pages, pendant que je mangeais. Ce n'est pas le papier le plus important de cette maison, a-t-il dit quand il a eu fini. Le papier le plus important est celui que je ne t'ai pas encore montré. Mais c'est le seul que quiconque d'autre aura jamais besoin de voir. Quel est le papier le plus important, ai-je demandé. Il m'a regardé pendant une longue seconde. Tu le sauras quand tu en auras besoin. Je le garde dans le coffre-fort de la grange. Il n'en a plus reparlé pendant 14 ans. Il ne m'a jamais, pas une seule fois, fait sentir que je lui étais redevable de m'avoir gardé. Ce détail a eu plus d'importance que je ne l'ai compris, pendant très longtemps. Walter m'a d'abord appris avec ses mains. Il m'a appris à conduire le tracteur John Deere 4020 de 1969. À 11 ans, il m'a appris à lire des échantillons de sol. À 13 ans, il m'a appris à négocier le prix de l'engrais. À 15 ans, à haute voix, assise sur la marche du porche avec le représentant commercial de la coopérative de Holdingford, pendant que Walter se tenait à 1 mètre de là, faisant semblant de réparer une clôture. Ne signe jamais un document que tu n'as pas lu à haute voix, Amber, m'a-t-il dit quand j'avais 12 ans. À haute voix. Tes yeux mentent. Pas ta bouche. Il m'a appris à serrer une main de la manière dont une personne qui le pense vraiment serre une main. Il m'a fait m'entraîner sur sa propre paume droite calleuse, jusqu'à ce que ma prise cesse de trembler. Il m'a appris à ressentir les signes avant-coureurs d'un tracteur à travers le siège, ces petites vibrations qui signifient qu'une conduite hydraulique est sur le point de lâcher. Il m'a appris à écrire chaque chiffre que l'on me disait sur un bloc-notes jaune, et à le dater. Il m'a appris ce qu'était une servitude quand j'avais 14 ans. Il m'a appris ce qu'était une clause de subordination quand j'avais 16 ans. Il ne m'a jamais rien appris d'une manière qui me fasse me sentir petite. Il m'a aussi appris avec son silence. Il n'a jamais dit du mal de mes parents biologiques. Quand je lui posais des questions, ce qui arrivait parfois, il me donnait la vérité en 3 phrases, et s'arrêtait.
Ils ont fait un choix. Le choix était le leur. Les conséquences étaient pour toi et moi à gérer. Je ne vais pas les rendre plus grandes qu'elles ne l'étaient déjà, en les haïssant à voix haute. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait l'erreur d'appeler Patricia ma vraie maman devant lui. Walter a posé son café sur la table de la cuisine, et m'a regardé longuement. Ce ne sont pas les mêmes mots, ma chérie. Nous pouvons les utiliser différemment si tu veux, mais ce ne sont pas les mêmes mots. J'ai arrêté après ça. À 14 ans, j'avais cessé de penser à eux. À 16 ans, je vous aurais dit honnêtement que je ne savais plus à quoi ils ressemblaient. À 18 ans, quand leurs noms sont apparus sur un formulaire d'inscription scolaire, j'ai dû réfléchir un instant pour me souvenir du deuxième prénom de Patricia. Ce que Walter ne m'avait pas dit, ce que je n'apprendrai qu'en décembre 2025, c'est qu'il était toujours resté discrètement conscient qu'il pourrait revenir. Il ne m'a jamais dit qu'il s'y préparait. Chaque anniversaire, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'année de mes 25 ans, Walter m'écrivait une lettre. Toujours une page. Toujours de son écriture cursive, appliquée et bouclée. Toujours remise avec mon petit déjeuner le matin même. Jamais sur une carte achetée en magasin. Jamais avec des mots mielleux. Les lettres étaient pratiques, philosophiques, parfois directes. Elles n'étaient jamais sentimentales de manière facile. Ce que je ne savais pas, ce qu'il ne m'a pas dit, ce qu'Eleanor Vance ne m'a pas dit, ce que personne au monde ne m'a dit, jusqu'au mercredi de novembre qui a suivi sa mort. C'est que, dans la semaine suivant la rédaction et la remise de chaque lettre, Walter descendait en voiture à Saint-Cloud. Et il faisait notarier le dos de la lettre par Eleanor, avec un petit tampon de la taille d'une pièce de monnaie au verso, daté dans les 7 jours suivant la lettre elle-même. 20 lettres. 20 tampons notariés. 20 ans d'une armure juridique silencieuse. Je les ai toutes gardées dans un coffre en cèdre, au pied de mon lit. Le coffre avait été fabriqué par le père de Walter en 1958. Il sentait le cèdre, le vieux papier, et l'intérieur d'une grange en octobre. La lettre de mon 18e anniversaire contenait une phrase que je n'ai pas comprise avant d'avoir 26 ans. Si jamais quelqu'un revient réclamer ce qui ne lui appartient pas, la réponse est dans le coffre-fort, pas dans ton cœur. Dans le coffre-fort. J'ai lu cette ligne le jour de mes 18 ans, j'ai plié la lettre, et je l'ai rangée dans le coffre avec les autres. Je l'ai oubliée pendant 8 ans. Je suis allé à l'université du Minnesota, Twin Cities, pour obtenir une licence en communication agricole. J'y ai ajouté une spécialisation mineure en pré-droit, au cours de ma 3e année. Ma colocataire, Hazel Whitman, a remarqué que je passais plus de temps à lire des avis de jurisprudence en matière de succession sur Westlaw, que les étudiants qui postulaient réellement pour la faculté de droit. « À quoi te prépares-tu, Amber » m'a-t-elle demandé une nuit à 2 heures du matin. « Au cas où » ai-je répondu. Elle n'a pas insisté. Pendant les vacances d'hiver de ma dernière année, Walter, qui avait alors 83 ans, les mains tremblantes en versant le café, mais l'esprit toujours parfaitement clair, m'a tendu une enveloppe scellée à travers la table de la cuisine. L'écriture sur le devant était la sienne, pour Amber. Au cas où. Ne l'ouvre pas jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui t'y oblige, a-t-il dit. Tu sauras ce que c'est le moment venu. J'ai obtenu mon diplôme en mai 2022, et je suis rentré m'installer définitivement à la ferme. Walter avait 82 ans. Je gérais le quotidien. Il m'a appris les noms que je devais connaître. Eleanor Vance, toujours son avocate. Curtis Holloway, le directeur des acquisitions de Northern Sun Energy, qui avait acheté une parcelle de sa terre en 2021. B. Soranson, notre voisine depuis 1979, et le témoin sur plus de contrats que je n'avais le temps de compter. Le banquier régional. Le président de la coopérative céréalière. Eleanor sait où tout se trouve, a-t-il dit un soir d'été en 2023. Béa sait ce qui a été dit. La juge. Eh bien, la juge sait ce qui a été signé. 3 sources. Toujours 3. C'est comme ça qu'une chose tient debout. En octobre 2025, lors de sa dernière semaine de lucidité avant son attaque, il a posé son café et m'a regardé de l'autre côté de la table. Il y a encore une chose que tu dois savoir. La juge qui a signé ton décret d'adoption, Theodora Callaway. Elle est maintenant juge principale des successions du comté de Stern. Elle l'est depuis 2019. Ma succession atterrira sur son bureau quand je partirai. Ce n'est pas un accident. C'est juste comme ça que ce comté est organisé maintenant.
Mais je m'en suis assuré. Je ne savais pas quoi demander ensuite. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il est mort dans le mois qui a suivi. Je n'ai compris ce qu'il m'avait enseigné, que lorsque j'ai eu besoin de tout cela d'un seul coup. À l'été 2021, quand j'avais 21 ans et que j'étais rentré pour les vacances, un homme en costume anthracite et chaussures de ville tachetées de poussière, est arrivé en voiture depuis les Twin Cities, et s'est assis à la table de notre cuisine pendant 3 heures. Il s'appelait Curtis Holloway. Il était le directeur régional des acquisitions pour Northern Sun Energy, un développeur d'énergie solaire à grande échelle. Son entreprise voulait les 113 hectares à l'arrière des terres de Walter. La parcelle s'étendait directement le long du corridor de servitude d'Excel Energy, qui remontait vers le nord depuis la sous-station d'Avon. D'un point de vue de l'interconnexion, c'était un site de premier choix. L'une des rares parcelles de terres agricoles dans le centre du Minnesota, où un développeur pouvait se brancher au réseau, sans des années de querelles réglementaires. Il le savait. Walter le savait. L'offre était de 3,8 millions d'euros. Walter a pris 48 heures. Il a appelé Eleanor. Il a lu chaque ligne du contrat à haute voix, à la table de la cuisine, pendant que j'étais assise en face de lui. Il a ajouté une clause exigeant la restauration de la terre végétale, si le projet était un jour démantelé. Il a signé avec le stylo à plume que Constance lui avait offert pour leur 25e anniversaire. Curtis Holloway m'a dit des années plus tard, après les funérailles de Walter, qu'il n'avait jamais vu personne négocier un accord solaire aussi proprement. Il connaissait la loi sur les servitudes, a dit Curtis, comme s'il avait attendu toute sa vie que quelqu'un lui pose la question. Walter n'a pas dit aux voisins ce qu'il avait vendu. Béa Sorançon l'a deviné quand elle a vu l'équipe d'arpenteurs sur la parcelle arrière. Walter a haussé les épaules. Il me traiterait différemment, Béa. Je ne veux pas être différent. Ce qu'il a fait de ces 3,8 millions d'euros a été la partie que personne, à part Eleanor, ne comprendrait pendant 9 ans. La moitié est allée dans un portefeuille conservateur et diversifié, chez Northwestern Mutual dans les Twin Cities. L'autre moitié est allée dans une société à responsabilité limitée du Minnesota, à membre unique, qu'Eleanor avait discrètement créée en février 2016, 5 ans avant l'accord avec Northern Sun. Quand Walter a commencé à réfléchir à ce qu'il ferait si la bonne offre se présentait. La société s'appelait Cardinal Field Holdings LLC. Eleanor était l'agent enregistré. Walter en était l'unique membre. Les déclarations annuelles étaient propres. Les formulaires de l'IRS étaient remplis. Le secrétariat d'État du Minnesota avait le nom de Walter sur un document public, si quelqu'un avait pensé à chercher, ce que personne n'a fait. Entre 2016 et 2025, Cardinal Field Holdings a accordé des subventions caritatives annuelles, allant de 30 000 à 60 000 euros, à une organisation à but non lucratif du Minnesota, appelée la Minnesota Foster Youth Foundation, fondation du Minnesota pour les jeunes en famille d'accueil. Sur 9 ans, le total a atteint 400 000 euros. La fondation avait été créée en 2008 par Theodora Callaway. Walter ne l'a jamais rencontrée. Il ne lui a jamais parlé. Il ne lui a jamais écrit de lettre personnelle. Le rapport annuel de la fondation listait Cardinal Field Holdings comme l'un de ses 17 donateurs anonymes récurrents. Les lettres de remerciement qu'ils envoyaient chaque année, adressées à une boîte postale à Saint-Cloud, portaient toutes la même phrase de conclusion chaleureuse, « Ce travail n'existerait pas sans des amis anonymes comme vous ». J'ai demandé à Walter une fois ce que signifiait Cardinal Field, le champ cardinal. Il avait 68 ans à l'époque. Il a fait une longue pause. C'est un endroit que tu comprendras un jour. Il n'a jamais expliqué. J'ai compris en avril 2026. Quand j'avais 19 ans, je lui ai demandé ce qu'il y avait dans le coffre-fort de la grange. Il me l'a dit, assis à la table de la cuisine, avec son café qui refroidissait entre ses mains. Le décret d'adoption original, mon testament, 3 polices d'assurance, une enveloppe scellée adressée à l'honorable Theodora Callaway, et le mot de ton manteau à l'aéroport, conservé dans une pochette en plastique, avec l'épingle à nourrice toujours attachée. J'ai gardé le mot. Amber. Il t'appartient. C'est aussi une preuve. Un jour, cela pourrait avoir de l'importance. Ne l'ouvre pas. Ne le relis pas. Il existe. C'est suffisant. Le coffre-fort était un modèle Liberty d'1,80 m, boulonné à la dalle de béton dans la grange en cèdre. La combinaison était l'anniversaire de Constance, le 9 avril, entrée en 4 chiffres. Je l'ai mémorisé le jour où il me l'a dite.
Je ne l'ai pas ouvert. Il ne m'a pas demandé de ne pas le faire. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il faut savoir sur Walter Holbrook, ce que personne avant n'a jamais tout à fait compris jusqu'à la parution de sa nécrologie, c'est qu'il avait l'air ordinaire exprès. Il marchandait 50 centimes sur une boîte de clous de toiture à la quincaillerie. Il a porté la même veste Carhartt marron pendant 12 hivers. Il a refusé un nouveau pick-up 3 Noëls d'affilée. Une fois, il a ramassé une pièce de 25 cents dans l'allée en gravier, et l'a mise dans le cendrier du Ford F-150 de 1998. Et la date dans le livre de compte, cette semaine-là, était la même semaine où il avait signé le contrat Northern Sun pour 3,8 millions d'euros. Le cendrier contenait 11 pièces de 25 cents le jour de sa mort. Il a passé sa vie à paraître petit. Il l'a fait pour que ce qu'il construisait survive aux gens qui ne comprennent pas les choses discrètes. 11 mois avant sa mort, il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, avec les prévisions de la radio météo en fond sonore, et a dit quelque chose que je ne comprendrai que bien plus tard. S'ils reviennent un jour, ma chérie, n'essaie pas de gagner la dispute. Remets les papiers à un avocat, et reste immobile. La salle fera le reste. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas encore qui était-il. Il est mort un jeudi, au début du mois de novembre 2025. Il a eu une attaque en marchant le long de la clôture sud, vers 15 h l'après-midi. Béa Sorançon l'a trouvé dans l'heure. J'étais à une réunion à la banque à Saint-Cloud. Le temps que j'arrive à la maison, il était déjà parti. Il tenait un petit carnet à spirale, ouvert dans sa main gauche. Béa ne l'a pas déplacé avant l'arrivée des ambulanciers. La page était ouverte sur une seule ligne, écrite en lettres majuscules ce matin-là, Amber, revérifier la clause de servitude 7C, mardi. Il avait 85 ans. Le ciel de novembre au-dessus du champ sud était gris-blanc. Sa veste Carhartt était pliée sous sa tête, là où Béa l'avait placée. Le poteau de clôture rouillé contre lequel il s'était appuyé, avait son gant accroché dessus. Je n'ai pas pleuré dans le champ. Je n'ai pas pleuré à l'hôpital. Je suis rentré à la maison, et je me suis assise sur le porche, enveloppé dans son manteau, pendant 2 heures. Béa m'y a trouvé à minuit. Tu peux t'effondrer maintenant, ma chérie. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Les funérailles ont eu lieu à l'église luthérienne d'Avon le mardi suivant. Il n'y avait que des places debout. Plus de 300 personnes que Walter avait discrètement touchées d'une manière ou d'une autre, au cours de 50 ans. Des gens que je n'avais jamais vus à notre table de cuisine. Des gens qui avaient reçu des dons pour des causes que j'ignorais qu'ils soutenaient. Eleanor Vance a fait une brève lecture. Curtis Holloway a pris l'avion depuis les Twin Cities. Karen Lingrand, maintenant à la retraite, a fait le trajet depuis Duluth. Le révérend a parlé pendant 10 minutes d'un homme qu'il connaissait depuis 40 ans. Walter Holbrook croyait que la famille était un verbe, a-t-il dit. Il a passé sa vie à le conjuguer. J'avais placé le décret d'adoption encadré sur l'autel, à sa demande. Il est resté à côté du cercueil fermé pendant tout le service. Béa avait apporté une couronne de cèdre. Le premier banc sur le côté gauche de l'église était vide. Personne n'avait appelé Gérald, Patricia ou Trevor. Je ne l'aurais pas fait si on me l'avait demandé. Pendant la file de condoléances au sous-sol de l'église, une femme en manteau anthracite s'est présentée à moi. J'avais déjà vu son visage, mais pas depuis de nombreuses années. Je suis Eleanor Vance, a-t-elle dit. Walter m'a demandé de vous parler mercredi matin, à 9 h. Il y a une enveloppe que je dois vous remettre ce matin-là. Juste à vous, avant la lecture du testament. Le mercredi après les funérailles, à 9 h du matin, je me suis assise seule dans le bureau d'Eleanor à Saint-Cloud. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft scellée, provenant du coffre-fort de la grange. La cire était celle de Walter. L'écriture sur le devant était la sienne, pour Amber. Au cas où. À l'intérieur se trouvaient 3 pages de son écriture cursive, appliquée et bouclée. Amber, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Il y a 3 choses que je ne t'ai jamais dites. Premièrement, j'ai toujours su qu'il pourrait revenir. Je me suis préparé à ce jour. Chaque année où tu as vécu avec moi. Les lettres du coffre en cèdre sont notariées. Chacune d'entre elles. La renonciation de tes parents biologiques en 2005 est conservée. Le mot de ton manteau est conservé. Le jugement par défaut est au dossier du tribunal. Je t'ai constitué un dossier qu'ils ne peuvent pas réécrire. Deuxièmement,
La femme dont le nom figure sur ton décret d'adoption. Est la même femme dont je finance discrètement la fondation depuis 9 ans. La fondation est la Minnesota Foster Youth Foundation. Le nom de la juge est Theodora Callaway. Elle ne sait pas que c'était moi. Elle ne le saura que le jour où elle devra le savoir. Troisièmement, quand ils viendront. Et ils viendront. Ne discute pas avec eux. Apporte les papiers à Eleanor. Assieds-toi. Reste immobile. Laisse la salle faire le travail pour lequel je l'ai construite. Je t'aime de la même manière que j'aimais Geneviève. Je n'ai pas droit à un troisième miracle dans cette vie. Mais tu n'es pas un miracle pour moi. Tu es ma fille. Ton chemin est plus long que le mien. Je l'ai rendu aussi plat que j'ai pu. Walter. J'ai plié les pages soigneusement. Je les ai mises dans la poche de mon manteau. J'ai regardé Eleanor de l'autre côté du bureau. Il savait qu'il viendrait. Il ne savait pas quel mois, a-t-elle répondu doucement. Il savait qu'il le ferait. Il a passé 20 ans à s'assurer que la réponse serait par écrit avant qu'il n'arrive. La lecture du testament a eu lieu à 10 heures le même matin. Béa et Curtis étaient présents en tant que témoins de capacité. Ils avaient chacun signé des affidavits, au cours des 18 derniers mois, attestant de la pleine clarté mentale de Walter à des dates précises. Eleanor a lu le testament à haute voix. Sous réserve de l'administration standard de l'homologation, a-t-elle lu l'intégralité de la succession de Walter James Holbrook, comprenant les biens immobiliers situés au 8412 Cardinal Field Road, Avon, les 16 hectares de terres agricoles restants. Les comptes d'investissement chez Northwestern Mutual Wealth Management, les prestations de retraite et d'assurance vie, les parts dans la coopérative céréalière de Holding Ford, et les actifs de Cardinal Field Holdings LLC, sera transmise à Amber Holbrook, sa fille légalement adoptée. Sans réserve. Le total, après l'administration de l'homologation, 5 millions d'euros. Eleanor a fermé le dossier. Amber, l'avis de succession paraîtra dans le Stern Gazette demain. La loi de l'État l'exige. Le montant sera public d'ici vendredi matin. Tu dois être préparé à ce que cela fasse sortir du bois, quiconque aurait observé de loin. Ont-ils observé, ai-je demandé. Je ne sais pas, Walter croyait qu'il pourrait le faire. Nous le saurons dans le mois. Nous l'avons su en 11 jours. Je ne savais pas encore, qu'à 320 km au sud, le matin où la vie est parue, ma mère était en train de lire un chiffre qu'elle n'avait pas à connaître. La lettre recommandée est arrivée le 1er décembre. L'enveloppe avait une colombe et une branche d'olivier imprimée dans le coin supérieur gauche. Le genre de papeterie qu'on achète chez Hallmark quand on veut avoir l'air attentionné. Le cachet de la poste indiquait Marshalltown, Iowa. Je l'ai lu debout dans la cuisine, avec le décret d'adoption encadré accroché au-dessus de l'évier derrière moi. Ma chérie, avait écrit ma mère. Nous avons pleuré ton absence chaque jour. La famille reste la famille, quoi qu'il se soit passé. Maintenant que cet homme, que Dieu et son âme, est parti, il est temps pour nous de nous rassembler et de faire ce qui est juste. Nous demandons seulement ce que Dieu et la décence diraient qu'une famille mérite. 3 pages. Le mot famille apparaissait 11 fois. Le mot abandonné n'apparaissait pas du tout. Le mot désolé n'apparaissait pas du tout. Mon prénom apparaissait une seule fois. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas appelé Trevor. J'ai pris 3 photos de la lettre, sous 3 angles différents, et je les ai envoyées par SMS à Eleanor. Elle a répondu en 9 minutes. Apporte l'original. Apporte l'enveloppe. Apporte la lettre du coffre en cèdre de ton 18e anniversaire. Nous déposons notre dossier lundi. J'ai conduit sur l'autoroute entre Avon et Saint-Cloud, avec la lettre pliée dans un sac Ziploc sur le siège passager. J'avais éteint la radio. Les bornes kilométriques défilaient dans la lumière de l'après-midi. J'ai pensé au mot qu'elle avait choisi. Malheureux malentendu, il y a 2 décennies. Ce que Dieu et la décence diraient qu'une famille mérite. La famille reste la famille, quoi qu'il se soit passé. La grammaire des personnes qui sont sûres de ne pouvoir être remises en question. Ils n'avaient pas demandé comment j'allais. Ils n'avaient pas utilisé le mot abandonné. Ils n'avaient pas utilisé le mot désolé. Ils avaient utilisé le mot famille 11 fois en 3 pages. Le mot qu'une personne utilise trop souvent, est le mot qu'elle essaie de rendre vrai par la répétition. Eleanor était déjà sur le parking quand je suis arrivé.
Elle avait un gobelet en carton de café noir pour moi. Il m'a dit qu'il viendrait pour l'argent, a-t-elle dit. Il ne savait pas quel mois. Il connaissait l'année. Une semaine plus tard, mes parents ont engagé un avocat nommé Bradley Pickering. Du cabinet Pickering & Cole LLC, à Des Moines. Possédant une double licence en Iowa et au Minnesota depuis 2003. Diplômé en droit de l'université Drake, promotion 1998. Associé depuis 2012. Une réprimande de la Cour suprême de l'Iowa en 2019, pour n'avoir pas vérifié le fondement factuel de ses plaidoiries. Information qu'Eleanor a dénichée, le jour même où sa lettre de mise en demeure est arrivée. Sa lettre de mise en demeure faisait 4 pages. La phrase d'ouverture « Mes clients sont les parents biologiques d'Amber Miller, un lien de sang indéniable, qui n'ont jamais été légalement et correctement déchus de leurs droits parentaux sans coercition. » La demande, 50% de la succession, plus des dommages-intérêts pour préjudice moral, pour ce qu'il a appelé 2 décennies d'éloignement. Eleanor a lu la mise en demeure 2 fois, et me l'a rendue. Il n'a pas fait ses devoirs. Il ne connaît pas le jugement par défaut de 2005. Il va contester le décret de 2007. Et à la seconde où il fera ça, l'enveloppe scellée sera ouverte. Nous allons le laisser dans l'ignorance de ces choses aussi longtemps que possible. La veille de Noël. Le téléphone mural dans la cuisine de Walter a sonné à 18h15. J'avais gardé la ligne fixe branchée, car j'aimais le son de sa sonnerie. Le numéro sur l'identifiant d'appel était celui de Marshalltown. J'ai répondu avec mon nom complet. Serette. Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs. Bien sûr qu'elle l'était. Je l'avais entendu pour la dernière fois à l'âge de 9 ans. Il en avait 30 maintenant. Je sais à quoi ça ressemble. Vraiment. J'avais 9 ans. Je n'ai pas eu le droit de vote non plus. Je ne te demande pas de tout leur donner. Je te demande de laisser ça se régler à l'amiable. Hors du tribunal. Maman ne va pas bien. Papa n'est plus lui-même. Sois simplement la personne la plus mature. J'ai attendu qu'il ait fini. Il a utilisé l'expression « négocier la paix » 2 fois, et l'expression « elle est fragile en ce moment » 1 fois. Quand il s'est arrêté, j'ai prononcé 6 mots. Tu savais où j'étais. J'ai raccroché. Il a rappelé 9 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. J'avais enregistré le premier appel, sur le répondeur de la ligne de la cuisine que Walter avait acheté en 2007, et qu'il n'avait jamais remplacé. J'ai copié l'enregistrement sur une clé USB ce soir-là, et je l'ai envoyé à Eleanor avant minuit. Le matin de Noël, je me suis assise sur la chaise de Walter à la table de la cuisine, avec mon café et un bloc-notes jaune. Le coffre en cèdre était ouvert dans le salon. 20 enveloppes scellées, empilées proprement sur le couvercle. J'ai fait la liste de toutes les preuves dont j'aurais besoin. 1. Le mot original de mon manteau, conservé sous plastique. 2. Le jugement par défaut de 2005 du tribunal du comté de Stern. 3. Le décret final d'adoption de 2007. 4. Le testament de Walter de 2025, exécuté avec les affidavits des témoins. 5. La lettre de Patricia du 1er décembre. 6. L'enregistrement de l'appel de Trevor la veille de Noël. 7. Les registres de dons de Cardinal Field Holdings, de 2016 à 2025. 8. Les 20 lettres du coffre en cèdre, chacune notariée dans les 7 jours suivant sa remise. Walter avait coutume de dire, un combat se décide bien avant que la salle ne se remplisse. Tu arrives avec ce que tu as déjà fait, ou tu arrives les mains vides. Je n'arrivais pas les mains vides. Si vous avez déjà vu un proche réapparaître au moment où de l'argent s'est présenté, laissez un mot dans les commentaires pour décrire ce que vous avez ressenti. Pas une histoire, juste un mot. Je les lirai tous. Eleanor a appelé à 9h ce matin-là. Le dossier a été déposé. Rôle d'homologation confirmé. Honorable T. Callaway. Première audience prévue le 14 avril 2026. C'est un mardi, ai-je dit. Oui. Walter est mort un mardi. C'était aussi le cas pour l'aéroport. J'ai remarqué ça aussi. Walter croyait qu'il viendrait. Il ne savait simplement pas quel mois. La conférence préparatoire au procès a eu lieu le 24 février, dans la salle 3B du tribunal du comté de Stern. Pickering a pris l'avion depuis Des Moines avec Gérald et Patricia. Ils se sont assis à la table des requérants. Je me suis assise à la table de la défense.
Je n'avais pas vu mes parents depuis 21 ans. Ils paraissaient plus vieux que ce à quoi je m'attendais. Mon père avait minci. Ma mère s'était coupé les cheveux courts. Elle portait un gilet bleu poudre, qu'elle drapait sur le dossier de sa chaise, de la manière dont Constance avait l'habitude de draper le sien, lors de la vente de pâtisserie de l'église en 1996. Le détail a retenu mon attention. Je n'ai pas tourné la tête. Aucun mot n'a été échangé dans la salle de conférence elle-même. Votre honneur, a dit Pickering au magistrat, mes clients demandent la part équitable à laquelle toute famille de sang aurait droit, dans une affaire de succession correctement exécutée. Votre honneur, a répondu Eleanor, l'adoption est définitive. Le statut 259.59 du Minnesota est déterminant. Nous déposerons une requête en rejet vendredi. Le magistrat a fixé les dates limites pour la communication des preuves. L'audience a été programmée pour le 14 avril. Dans le couloir, par la suite, ma mère s'est mise en travers de mon chemin. Elle a touché la manche de mon manteau très légèrement, comme si elle n'était pas certaine que j'étais réel. Ma chérie. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Sois juste équitable envers nous. Je ne me suis pas dégagé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai ignoré et suis passé mon chemin. L'interaction a été enregistrée sur la caméra du couloir du tribunal à 15h42. Eleanor a récupéré les images ce soir-là. La communication des preuves s'est poursuivie tout au long du mois de mars. Pickering a cité à comparaître les dossiers médicaux de Walter et ses relevés bancaires, à la recherche de preuves de ce qu'il a appelé une influence indue ou une manipulation. Eleanor a produit les dossiers médicaux, chacun d'entre eux, montrant une clarté mentale totale jusqu'en octobre 2025. Et puis, elle a produit le coffre en cèdre. 20 lettres. Chacune notariée dans les 7 jours suivant sa remise. Chacune avec un tampon de la taille d'une pièce de monnaie au verso, daté de la main d'Eleanor. Pendant la déposition d'Eleanor, à la mi-mars, Pickering a tenu l'une des lettres à la lumière. Vous êtes en train de me dire, a-t-il dit lentement, que Walter Holbrook a fait notarier des cartes d'anniversaire destinées à un enfant, pendant 20 ans? Il a préservé les preuves d'une affection parentale constante, volontaire et juridiquement inattaquable, a déclaré Eleanor. Il l'a fait parce qu'il comprenait ce que quelqu'un comme vous pourrait un jour avancer comme argument. Pickering, après la fin de la déposition, a dit quelque chose à son associé junior, que j'ai lu plus tard dans la transcription, qui fait notarier des cartes d'anniversaire? Quelqu'un, a répondu l'associé, qui savait exactement ce que l'autre partie allait essayer de faire. Le 26 février, Eleanor a déposé l'enveloppe scellée de Walter auprès du tribunal. L'enveloppe était adressée à l'honorable T. Callaway. La requête jointe stipulait, à n'ouvrir que si et quand les requérants contestent la validité du décret final d'adoption de 2007. Pickering a déposé cette contestation le 12 mars. Il le devait. Il n'y avait plus d'autre angle d'attaque. Il venait d'entrer dans la salle que Walter avait construite 19 ans plus tôt, et il ne le savait pas. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe, a-t-il demandé nonchalamment à Eleanor 2 semaines plus tard, entre 2 requêtes. Cela dépend entièrement de si vous avez contesté le décret de 2007. Il a arrêté de poser des questions. J'ai fait des recherches sur la juge à la fin mars. Pas parce que je doutais d'elle. Parce que je voulais comprendre qui tiendrait le moment entre ses mains. Theodora Callaway. Née en 1965 à Duluth. Placée en famille d'accueil à l'âge de 8 ans, après que ses 2 parents ont été incarcérés pour des affaires liées à la drogue, non liées entre elles, en 1973. Émancipée du système de placement familial à 18 ans. Licence du St. Olaf College en 1987. Diplôme en droit de l'Université du Minnesota en 1990. A pratiqué le droit de la famille à Saint-Paul pendant 14 ans. Nommé au tribunal de district du comté de Stern en 2004, à l'âge de 39 ans. Juge principal des successions du comté depuis 2019. En 2008, 4 ans après sa nomination, elle a fondé la Minnesota Foster Youth Foundation. La fondation finançait le conseil juridique, le soutien post-adoption, et des allocations d'études pour les jeunes qui devaient quitter le système de placement familial du Minnesota, une fois leur majorité atteinte. Elle ne s'était jamais mariée. Elle n'avait pas d'enfant. La fondation était, selon sa propre description, sa famille. J'ai lu sa biographie à haute voix à Eleanor, au téléphone. Elle a fondé la fondation que Walter a financée, ai-je dit. Il a financé la fondation qu'elle a fondée. Ils ne se sont jamais rencontrés.
Walter croyait qu'il fallait redonner aux autres, ce qui ne pouvait pas être remboursé, a déclaré Eleanor. C'était ce qui se rapprochait le plus de remercier les personnes qui l'ont sauvé, quand il vous a sauvé. Est-ce qu'elle sait que c'était lui? Pas encore. L'enveloppe scellée contient une déclaration d'identité du donateur notarié. Elle le saura dans les 90 secondes suivant l'ouverture de l'enveloppe. La veille de l'audience. Le 13 avril. J'étais à la ferme. Béa a apporté une tarte à la rhubarbe. Eleanor a appelé 2 fois pour confirmer la logistique. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain matin. J'ai porté du bleu marine. La même couleur que celle que je portais lors de l'audience d'adoption de 2007, quand j'avais 7 ans, dans une robe avec des marguerites sur le col. J'ai relu la lettre de mon 18e anniversaire de Walter, sur le porche, dans l'obscurité. Si jamais quelqu'un revient réclamer ce qui ne lui appartient pas, la réponse est dans le coffre-fort, pas dans ton cœur. Dans le coffre-fort. J'ai décroché le décret d'adoption encadré de son emplacement au-dessus de l'évier de la cuisine, et je l'ai placé dans un porte-document en cuir que j'emmènerai au tribunal. J'ai mis le petit carnet à spirale, que Walter tenait dans le champ de maïs, dans mon sac, avec la page ouverte sur sa dernière note. Revérifier la clause de servitude 7C, mardi. Je me suis endormi après 2 heures du matin. J'ai rêvé du banc de l'aéroport. À l'aube, j'ai bu du café noir sur le porche, dans sa veste Carhartt marron. Le coude était toujours déchiré. Je ne l'avais pas raccommodé. J'ai conduit jusqu'à Saint-Cloud à 7h30. L'audience a commencé à 9h30. Walter avait construit la pièce 19 ans avant qu'il n'y entre. La salle d'audience 4, au 2e étage du tribunal de district du comté de Stern, a des boiseries qui sont 3 tons plus foncés que les portes. 28 sièges dans la galerie pour le public. Un système d'enregistrement audio numérique en continu, qui s'allume à 9h précises tous les jours de semaine, et reste allumé jusqu'à la fin de la journée de travail, peu importe si le tribunal est en session ou non. J'étais à ma place, à la table de la défense, à 9h15. Eleanor était à côté de moi. Janine Larquin, journaliste pour le Stern Gazette, était dans la 2e rangée de la galerie. L'huissier Donovan Pruitt était à son poste, près de la porte latérale. 9 ans d'expérience à ce poste. Un carnet à spirale de poche dans sa poche de poitrine gauche. Un stylo derrière l'oreille. Mes parents sont entrés à 9h22. Pickering était avec eux, son classeur déjà ouvert en éventail à la table des requérants. À 9h24, ma mère a traversé la pièce. Elle s'est dirigée vers la rambarde en bois qui séparait la galerie de l'arène du tribunal. Elle s'est arrêtée derrière ma chaise. Elle s'est penchée près de mon oreille gauche. Elle a souri. N'importe qui dans la galerie pouvait voir son sourire. Le voyant du panneau d'enregistrement brillait de façon constante sur la table du greffier d'audience. La main de l'huissier Pruitt s'est dirigée vers son carnet à spirale. Elle a prononcé 3 phrases. Les enfants abandonnés ne deviennent pas riches, ma chérie. Tu étais une erreur à l'époque, et tu es toujours une erreur aujourd'hui. L'argent de ce vieux fermier appartient à la vraie famille. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'ai pas bougé mes mains de l'endroit où elles reposaient sur la table, entrelacées, les jointures vers le bas, de la manière dont Walter me l'avait appris quand j'avais 11 ans. L'huissier Pruitt a traversé la salle en 4 enjambées. Madame, a-t-il dit calmement. Je dois vous demander de retourner à la place qui vous a été assignée, s'il vous plaît. Bien sûr, officier. Elle continuait de sourire. Elle est retournée à la table des requérants. Pruitt a écrit pendant 90 secondes dans son carnet. Le greffier d'audience a noté l'horodatage audio sur un registre séparé. Janine Larquin, dans la 2e rangée, avait écrit pendant tout ce temps. Elle avait la citation complète, mot pour mot, dans son carnet avant même que ma mère n'ait regagné sa place. À 9h30, l'huissier Pruitt a appelé la salle à l'ordre. Veuillez vous lever pour l'honorable Theodora Callaway. Le tribunal de district du comté de Stern est maintenant en session. La juge Callaway est entrée par la porte latérale derrière le banc. Elle avait 61 ans. Ses cheveux étaient gris acier, coupés court au niveau de la mâchoire. Elle portait la robe noire du tribunal de district. Elle s'est dirigée vers son siège, s'est assise et a ajusté ses lunettes de lecture. Elle a scanné la salle. Son regard s'est arrêté sur moi, pendant une seconde entière de plus que sur quiconque. Elle n'a donné aucun signe. Veuillez vous asseoir. Maître,
sommes-nous prêts? Oui, votre honneur, a dit Eleanor. Oui, votre honneur, a dit Pickering. La juge Callaway a ouvert le dossier devant elle. Pour le procès-verbal, cette affaire est inscrite à mon rôle, conformément à l'attribution standard des successions dans ce comté. Aucune partie n'a soulevé de requête en récusation. Si quelqu'un souhaite le faire, c'est le moment. Pickering, non, votre honneur. Eleanor, non, votre honneur. Maître Pickering, vous pouvez commencer. Pickering a appelé ma mère à la barre à 9h42. Elle a tenu un mouchoir en papier dans sa main droite pendant tout ce temps. Il était propre, sec, et n'est pas passé de sa main à son visage une seule fois. Elle ne m'a pas regardé pendant son témoignage. Elle a regardé Pickering, Callaway, et ses propres mains croisées. Nous étions sous une pression énorme, a-t-elle déclaré. J'étais souffrante. Nous n'avons jamais voulu que notre fille disparaisse de nos vies. Nous l'avons pleurée chaque jour. Nous sommes sa famille de sang. Elle est à nous. Le stylo de Janine Larquin se déplaçait avec régularité. Eleanor n'a soulevé aucune objection pendant l'interrogatoire principal. Elle voulait chaque mot consigné au procès-verbal. Pas d'autres questions, votre honneur, a dit Pickering. Contre-interrogatoire. Eleanor s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois. Madame Miller, veuillez lire le mot pour le procès-verbal. La pièce à conviction a été enregistrée sous le numéro 12. L'huissier Pruy a transporté le mot plastifié dans sa pochette en plastique de la table d'Eleanor à la barre des témoins. L'épingle à nourrice dorée y était toujours attachée. L'écriture sur le devant était visible depuis la galerie. Ma mère l'a tenue pendant un moment. Je ne me souviens pas que cela soit. Le témoin lira la pièce à conviction comme il lui a été demandé, a dit Callaway doucement. Plus notre problème maintenant. Maman et papa. À qui appartient l'écriture au bas de ce mot, Madame Miller? Une longue pause. La mienne. Avez-vous déjà déposé un avis de recherche pour personnes disparues concernant Amber, Madame Miller, à un moment quelconque entre juillet 2005 et aujourd'hui? Non. Avez-vous déjà contacté le bureau du shérif du comté de Stern, le département de police de Minneapolis, ou le département des services sociaux de l'Iowa, pour demander où elle se trouvait? Non. L'avez-vous déjà cherché, Madame Miller, d'une quelconque manière? Non. Merci. Je n'ai plus d'autres questions. Eleanor s'est rassise. Elle n'avait pas élevé la voix une seule fois. Pickering a appelé Trevor par vidéo à distance à 10h42. Il est apparu sur le moniteur de la salle d'audience depuis une cuisine de la banlieue de Des Moines. Chemise grise boutonnée, fond neutre. Il a témoigné que la famille avait toujours voulu renouer les liens. Eleanor a posé 2 questions lors du contre-interrogatoire. Monsieur Miller, étiez-vous au courant que votre sœur avait été adoptée en mai 2007? Oui, mes parents me l'ont dit. Avez-vous tenté de la contacter à un moment quelconque entre mai 2007 et décembre 2025? Non. Pas d'autres questions. Callaway, Maître Pickering, d'autres témoins? Non, votre honneur. Maître Vance. Oui, votre honneur. 2 points. L'enregistrement de la salle d'audience de 9h24 ce matin, et la pièce à conviction scellée déposée le 26 février. Pickering s'est assis bien droit pour la première fois de la matinée. L'huissier Pruy avait déjà arrêté d'écrire. Eleanor a demandé l'admission de l'enregistrement audio de la matinée comme pièce à conviction numéro 14. Pickering s'y est opposé pour motif de pertinence. Callaway a réfléchi pendant 2 secondes. Le caractère et la crédibilité des requérants ont été mis en cause par leur propre témoignage. La pièce est admise. L'huissier Pruy a été appelé brièvement pour authentifier l'enregistrement. Il a retiré le carnet à spirale de poche de sa poche de poitrine, et a lu son entrée consignée simultanément pour le procès-verbal. À 9h24 et 18 secondes, la requérante, Madame Miller, s'est approchée de la rambarde derrière la table de la défense, et s'est adressée à la défenderesse en ces termes. Il a lu les 3 phrases. Il les a lues d'un ton monocorde. Il n'a pas fait de commentaire éditorial. J'ai ordonné à la requérante de retourner à sa place assignée. Elle s'est exécutée à 9h26 et 4 secondes. Le greffier d'audience a confirmé l'horodatage audio. Votre honneur, a dit Eleanor, avec votre permission, l'extrait de 18 secondes va maintenant être diffusé.
Lancez-le. 18 secondes. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont retransmis la voix de ma mère clairement. Le sourire dans sa voix était audible. Les 3 phrases dans leur ordre d'origine, telles qu'elle me les avait dites dans la même pièce 90 minutes plus tôt. Les enfants abandonnés ne deviennent pas riches, ma chérie. Tu étais une erreur à l'époque, et tu es toujours une erreur aujourd'hui. L'argent de ce vieux fermier appartient à la vraie famille. La forme d'onde audio pulsait sur le moniteur de la salle d'audience. L'horodatage 9h24 minutes 18 secondes à 9h24 minutes 36 secondes figurait en dessous. Ma mère a mis ses 2 mains sur sa bouche à la 2e phrase. Mon père a fermé les yeux pendant la 3e. Pickering écrivait rapidement sur son bloc-notes, son stylo laissant de petits creux dans le papier. Janine Larquin, dans la galerie, a souligné les mots erreur et l'argent de ce vieux fermier dans son carnet. L'horloge de la salle d'audience indiquait 11h07. La juge Callaway a laissé le silence s'installer pendant 4 secondes, après la fin de l'audio. Puis elle a parlé. Le procès-verbal prend acte de la déclaration. Maître Vance, votre 2e point. Eleanor a demandé l'ouverture de la pièce à conviction scellée déposée le 26 février. Pickering a objecté. Il commençait à manquer d'objections pertinentes. Maître, cette enveloppe a été déposée conformément à une ordonnance de mise sous scellé de ce tribunal, a déclaré Callaway. Elle sera ouverte pour le procès-verbal. Votre objection est notée et rejetée. L'huissier prie à transporter l'enveloppe Kraft de la table du greffier au bureau de la juge. Le seau de cire était rouge foncé. La date sur le devant était juin 2019. Le destinataire était, à l'honorable T. Callaway. Elle a brisé le seau elle-même, avec un coupe-papier. Elle a sorti le premier document. L'a lu. Son expression n'a pas changé. Elle a sorti le 2e. Sa main gauche s'est appuyée fermement sur le bureau devant elle. Elle a sorti le 3e. Elle y a vu sa propre signature datant de 2007. Elle a expiré une fois, de manière audible. Maître, a-t-elle dit. Je dois faire une déclaration pour le procès-verbal, avant de poursuivre. Elle a posé les 3 documents sur le bureau devant elle, soigneusement alignés. Pour le procès-verbal, je viens d'être informé par le premier document de la pièce à conviction scellée, que le défunt, Walter James Holbrook, était le principal donateur anonyme de la Minnesota Foster Youth Foundation, une organisation à but non lucratif que j'ai fondée en 2008. Je l'ignorais avant d'ouvrir cette enveloppe. Les dons se sont élevés à 400 000 € sur une période de 9 ans. Entre 2016 et 2025. Ils ont été effectués par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée du Minnesota appelée Cardinal Field Holdings. Elle a fait une pause. La galerie était complètement silencieuse. Je le déclare maintenant. Afin que l'une ou l'autre des parties puisse demander ma récusation. La décision qui incombe à ce tribunal aujourd'hui est la validité du décret final d'adoption de 2007 et l'effet statutaire de ce décret sur les demandes de succession en vertu du statut du Minnesota 259.59 est déterminé par des preuves documentaires. Et donnerait le même résultat devant n'importe quel juge de l'État. Maître Pickering, souhaitez-vous être entendu sur la question de la récusation? Une très longue pause. Pickering a regardé Gérald, puis Patricia, puis les documents sur sa table. Non, votre honneur. Maître Vance? La défense ne demande pas de récusation, votre honneur. Alors ce tribunal va continuer. Elle a brandi le 2e document. À l'attention des requérants, qui, je crois comprendre, comparaissent dans mon tribunal aujourd'hui pour la première fois, permettez-moi de clarifier ce que ces documents établissent. Le 8 septembre 2005, ce tribunal a conclu, par des preuves claires et convaincantes, que les parents biologiques de l'enfant mineur, Amber Miller, l'avaient constructivement abandonné à l'aéroport international de Minneapolis-St. Paul. Cette conclusion était tombée dans le domaine public à 10 h le lendemain matin. Elle a posé le 2e document. Elle a brandi le 3e. Le 14 mai 2007, ce tribunal, et 7 juges, ont mis fin aux droits parentaux biologiques. Et ont rendu un décret final d'adoption en faveur de Walter James Holbrook. Ce décret est définitif depuis 19 ans. Il n'existe aucune voie légale par laquelle il peut être rouvert dans cette procédure. Maître Pickering, comprenez-vous ce dont vous venez d'être informé? Votre honneur, Nous n'étions pas informés que vous étiez l'original. Cette information est du domaine public depuis le 14 mai 2007.
Il incombait à l'avocat de la vérifier. Poursuivez, maître Vance. Eleanor est restée debout. Callaway s'est adressé à elle sans élever la voix. Avant de conclure, j'ai un dernier point à aborder concernant l'enregistrement de ce matin. Elle a regardé ma mère. Elle n'avait pas élevé la voix une seule fois. Madame Miller, l'enregistrement de la salle d'audience vous capture en train de dire à la défenderesse à 9h24 ce matin. Et je cite, « Les enfants abandonnés ne deviennent pas riches, ma chérie. Tu étais une erreur à l'époque. Et tu es toujours une erreur aujourd'hui. L'argent de ce vieux fermier appartient à la vraie famille. Je veux que vous sachiez 3 choses concernant cette déclaration. Premièrement, ce tribunal ne la considère pas comme déterminante pour votre affaire. Votre affaire était déjà dénuée de fondements juridiques avant même que vous n'entriez dans cette salle. Deuxièmement, ce tribunal la considère comme déterminante quant à votre moralité. Le procès-verbal en prendra acte. Troisièmement, et je parle maintenant en mon nom personnel, ce que je déclare pour le procès-verbal, je suis sorti du système de placement familial du Minnesota à l'âge de 18 ans. J'ai créé la fondation que le défunt a soutenue, parce que personne n'est venu me chercher à 8 ans. Walter Holbrook est venu chercher sa fille. Votre fille? Je trouve cette déclaration la chose la plus méprisable que j'ai entendue dans cette salle d'audience, en 22 ans sur ce banc. La galerie n'a pas bougé. Elle est retournée à ses documents. La succession de Walter James Holbrook est transmise dans son intégralité à Amber Holbrook, l'unique et légitime bénéficiaire en vertu du testament, et en vertu du statut du Minnesota 259.59. Des honoraires d'avocat raisonnables sont mis à la charge des requérants. Maître Pickering. Souhaitez-vous retirer votre requête? Une très longue pause. Requête retirée, votre honneur. Si c'est la première histoire que vous entendez où vous voyez des bouts de papier accomplir ce que des cris n'ont jamais pu faire, c'est la leçon que Walter a construite. Cliquez sur s'abonner pour que la prochaine histoire vous trouve aussi. Nous n'avons pas fini. L'audience est levée. Monsieur Pruy, veuillez escorter les requérants vers la sortie par le couloir latéral. Ma mère pleurait. Mon père fixait un petit point sur la table devant lui. La vidéo de Trevor était devenue noire 12 minutes plus tôt. La galerie n'avait pas bougé pendant tout l'échange. Je n'avais pas bougé. La juge m'a regardé une fois en quittant son siège. Elle n'a pas souri. Elle n'en avait pas besoin. Le Stern Gazette a publié l'histoire en première page, 2 matins plus tard. Une insulte murmurée, captée par l'audio du tribunal, révèle un abandon vieux de plusieurs décennies. Sous la plume de Janine Larquin. 2400 mots. Elle a nommé Gérald et Patricia en entier. Elle a cité l'enregistrement mot pour mot. Elle a publié la photographie du mot original dans sa pochette en plastique, en tant que pièce à conviction 12. Béa a apporté le journal dans la cuisine ce matin-là, avec 2 tasses de café. Elle les a posées sur la table, et a fait glisser le journal vers moi. Ma chérie. Des comtés entiers l'auront lu avant midi. J'ai lu l'article. Je l'ai posé. J'ai ouvert le coffre en cèdre. J'ai ajouté le journal au tiroir qui contenait les 20 lettres d'anniversaire de Walter. J'ai fermé le coffre. 8 jours après l'audience, Pickering a déposé une requête pour se retirer de la représentation de Gérald et Patricia. Il n'avait pas payé les 58 000 € de frais de justice imposés par le tribunal. Son retrait invoquait une rupture de la communication avec les clients, et des obligations financières non respectées. Eleanor m'a appelé cet après-midi-là. Il a fini. Ils ne peuvent pas se payer un nouvel avocat pour un appel, qui ne survivrait de toute façon pas à une requête en rejet. C'est terminé. Ma mère avait supprimé son compte Facebook la veille. Sa dernière publication, horodatée à 9h22 le 14 avril, était un verset biblique expliquant comment les liens du sang sont plus forts que tout. 2 minutes avant de dire ce qu'elle a dit à la rambarde. Je n'en ai pas fait de capture d'écran. Janine Larquin l'avait déjà fait. Est-ce la fin, ai-je demandé à Eleanor. C'est la fin légale. L'autre fin t'appartient. Trevor a envoyé un SMS le 18 avril, à 21h14. 187 mots. J'ai vu l'aperçu sur l'écran de verrouillage. Serette, je sais à quoi ça ressemble. Je veux que tu saches que je n'ai jamais. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai pris une capture d'écran de l'écran de verrouillage pour mes propres archives. Je l'ai archivé. Je n'ai pas ouvert le message.
Je me suis assise à la table de la cuisine pendant un long moment, le téléphone face contre table. Le coffre en cèdre était ouvert dans le salon. Les 20 lettres d'anniversaire avaient été relues une fois par semaine depuis novembre, une habitude que je n'avais pas consciemment choisie, mais que je n'avais pas pu arrêter. La veste Carhartt marron était suspendue au crochet près de la porte. Le chauffage du sous-sol s'est enclenché avec un cliquetis. J'ai commencé à rédiger une réponse. 3 lignes. Je l'ai supprimée. J'ai recommencé. Je l'ai supprimée. La voix de Walter m'est revenue, d'une conversation à la table de la cuisine, à l'été 2023. N'essaie pas de gagner la dispute. La salle l'a déjà fait. J'ai verrouillé l'écran. Je n'avais pas besoin de les voir perdre. La salle me l'avait déjà montré. Walter me l'avait déjà montré. Je suis rentré à la maison. Le 14 mai 2026, 19 ans jour pour jour après que la juge Callaway a signé mon décret d'adoption, j'ai tenu une conférence de presse au bureau de la fondation à Minneapolis. Eleanor était là. Béa était là. Karen Lingrand, retraitée, avait fait le trajet depuis Duluth. La juge Callaway était présente, à titre personnel uniquement. La robe noire était restée au tribunal, remplacée par un tailleur anthracite. Nous avons annoncé l'initiative Holbrook-Callaway, une extension de la Minnesota Foster Youth Foundation, financée par 2,5 millions d'euros de la succession de Walter, avec ma promesse d'y abonder annuellement tant que la ferme continuera de produire. Conseil juridique, soutien post-adoption, bourse d'études. Le travail qu'il avait soutenu anonymement pendant 9 ans porterait désormais son nom. J'ai lu une courte déclaration depuis le podium. Walter Holbrook ne m'a pas élevé pour gagner des disputes. Il m'a élevé pour construire des choses qui survivent aux disputes. Cette initiative finance le travail que mon père a soutenu anonymement pendant 9 ans. Je suis heureuse de le faire en son nom. Aux côtés de la juge en la fondation de laquelle il croyait. La juge Callaway a parlé pendant 30 secondes. La robe noire n'était plus là, mais la fermeté de sa voix était la même que le jour où elle avait lu le décret. Je suis sorti du système de placement familial en 1973. J'ai construit cette fondation parce que personne n'est venu me chercher. Walter Holbrook est venu chercher sa fille. Amber est ici aujourd'hui grâce à lui. Il est ici aujourd'hui grâce à elle. C'est comme ça que ça marche. J'avais la photo encadrée de Walter sur le podium, à côté de celle de Constance. Béa avait apporté une couronne de cèdre. La lumière de mai entrait par les fenêtres du bureau, de la même manière qu'elle avait l'habitude d'entrer par la fenêtre de la cuisine de Walter, le samedi matin. Fin mai. Je suis sur le porche dans le Carhartt marron, au coucher du soleil. Béa est dans sa propre cuisine, de l'autre côté du champ. La lumière est longue et dorée. Les 16 hectares de maïs restants m'arrivent aux genoux. Le Carhartt a été raccommodé maintenant. Béa l'a fait. Le fil n'est pas tout à fait de la même couleur, mais on ne peut le voir que si l'on sait où chercher. Le chien à mes pieds est un labrador noir que j'ai recueilli l'hiver dernier. Je l'ai appelé Constance. Je garde son manteau près de la porte. Je garde le décret au-dessus de l'évier. Je garde les lettres dans le coffre en cèdre. Je ne garde pas leurs lettres. Je ne garde pas leurs messages vocaux. Je ne garde pas le SMS de mon frère. Je garde ce qui a été donné, pas ce qui a été pris. Walter m'a appris la différence. La salle m'a appris le reste. Ils m'ont abandonné quand j'avais 5 ans. Un inconnu m'a élevé jusqu'à mes 26 ans. Ils sont revenus quand il y avait de l'argent. Ils l'avaient déjà enterré dans une fondation qui nous survivra à tous. La juge qui a signé mon décret à 7 ans, les a entendus me qualifier d'erreur à 26 ans. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en a pas eu besoin. La famille, c'est ceux qui sont présents. Le papier, c'est ceux qui le prouvent. Walter m'a appris les deux. Je ne suis plus pressé.